En 1995, nous avions 4 enfants. Mon mari avait une entreprise. J'élevais mes enfants à la maison. Euh, les fêtes de fin d'année s'étaient très bien passées. Et en janvier 1995, Jennifer a fait un saignement de nez. Il a fallu l'emmener aux urgences parce qu'il ne s'arrêtait pas. Et on s'est retrouvé avec un diagnostic suite aux examens d'anémie de Fanconi, qui est un arrêt progressif et définitif du travail de la moelle osseuse. Le 12 janvier 1995, Cynthia, la jumelle de Jennifer, est donc diagnostiquée aussi anémie de Fanconi. Elles avaient à l'époque 4 ans et demi. Elles étaient scolarisées en maternelle. Tout se passait très bien. Et là, il fallait tout arrêter. Il fallait un traitement, il fallait une greffe de son de cordon ou de moelle osseuse. Les 2 autres enfants, puisque nous en avions 4, ont subi aussi des tests génétiques. Ils étaient tout à fait sains. Michael était même compatible avec ses sœurs. Nous avons eu rendez-vous avec un professeur réputé sur Paris qui nous a bien expliqué que le seul moyen de sauver Jennifer et Cynthia était donc de faire ces greffes. Elle nous a expliqué aussi qu'il n'y a qu'un donneur qui était tout petit, il pouvait donner que pour une des filles. Et elle s'est arrangée pour nous faire comprendre qu'il fallait refaire un bébé pour ensuite pouvoir récupérer son sang de cordon. Donc ça a été tout un bouleversement. Au départ, on ne pensait pas du tout avoir un 5e enfant. On ne savait pas que d'autres solutions existaient, comme les banques de sang de cordon aux États-Unis. Elle nous l'a caché. On l'a appris ensuite qu'au mois de juillet 1995. Mais étant donné que j'étais déjà enceinte et que le DPN avait été fait, le dépistage prénatal avait été fait, que notre fille était saine et compatible, c'était trop tard, on ne pouvait pas arrêter la grossesse. Katia est née le 17 octobre 1995. On a donc eu un accouchement prématuré, puisqu'ils ont déclenché l'accouchement pour pouvoir récupérer le sang de cordon. Et les greffes des filles ont été faites le 7 décembre 1995. Jennifer a été greffée avec le sang de cordon de Katia et Cynthia avec la moelle osseuse de son frère qui a été prélevée à l'hôpital de Trousseau. Et à ce moment-là, il avait 17 mois. Les jumelles venaient d'être greffées donc le 7 décembre 1995 et Jennifer, début janvier, a fait une réaction, on ne sait pas trop quoi, je ne peux pas dire, enfin si maintenant on le sait puisque c'est dû à une injection de produit. Elle a fait une très grave réaction, il a fallu la transférer à Necker, elle a perdu un rein, elle a été dialysée, elle a eu aussi des calcifications pulmonaires et tout le tube digestif où elle avait une réaction du greffon contre l'autre, c'est-à-dire que c'est la greffe qui attaque le corps de la personne qui reçoit la greffe. Partant de là, Jennifer est restée pratiquement un mois à Necker. En mars 1996, on nous a appris que Cynthia faisait le rejet de greffe de moelle de son frère. Donc il fallait la regreffer, et de préférence en urgence. De là, on n'a pas eu le temps de réfléchir. On nous a dit que Katia étant née et étant compatible, ils allaient reprendre de la moelle osseuse sur Katia. Le problème, c'est que Katia n'avait que 5 mois. On n'est pas passé devant un comité d'experts et aucun médecin spécialiste n'a été mis au courant. Le prélèvement de moelle s'est passé à Trousseau et Cynthia a été regreffée directement le jour même. Il nous est arrivé encore une catastrophe, c'est Jennifer qui était à Saint-Louis, suite à tous les premiers événements, est tombée de son lit au mois de février et elle est repartie à Necker en réanimation, en convulsion. Elle était dans le coma premier degré, ce qu'ils appellent, c'est-à-dire sans réaction. Et il a fallu donc recommencer les navettes entre Necker, Saint-Louis et moi à la maison, puisque les 3 autres, ils me voyaient quand même le soir. Ça a été vraiment très très dur. On a pu ensuite récupérer Jennifer, elle a repris conscience, on l'a ramenée à Saint-Louis. Et elles sont toutes les 2 sorties qu'au mois d'août.
de l'année 96. Entre la greffe de décembre 95 jusqu'à la sortie complète, il s'est passé 7 mois et demi. Ouais, ensuite, avec mon mari, on n'avait plus qu'une envie, c'était de partir, et on a déménagé parce qu'on n'en pouvait plus. Non seulement ils ne nous ont pas informés que les filles auraient forcément des séquelles, mais en plus, ces greffes nous ont quand même été imposées autant que le prélèvement de moelle pour les enfants, puisque on a appris de là que, enfin depuis maintenant, on a fait pas mal de recherches et on a appris que beaucoup de choses s'étaient passées dans l'illégalité. En 1995, Internet n'existait pas et il fallait croire les professeurs en médecine comme on croit au bon Dieu, sans se poser de questions. Sauf que nous, on a fait des recherches et la loi bioéthique de 1994 n'a pas été respectée puisqu'elle ne pouvait pas être appliquée. Les décrets n'étaient pas encore publiés, donc on ne pouvait pas nous dire c'était légal de prélever de la moelle osseuse sur des bébés pour faire des greffes sur leurs frères et sœurs, tout du moins leurs sœurs. Ensuite, c'est assez compliqué, il a fallu chercher, fouiner dans les textes de loi pour se rendre compte que le prélèvement de sang de cordon n'était pas légal non plus. Il fallait faire dans un établissement agréé, ce qui n'était pas le cas. Montmorency était plutôt un établissement hospitalier, entre guillemets, de campagne. Et avant que Katia naisse, ils avaient fait un dépistage, un double dépistage prénatal pour savoir si, premièrement, si elle était atteinte ou pas de l'anémie de Fanconi et si elle était saine et compatible. Donc, ce qui est totalement interdit en France. C'est autorisé aux États-Unis, mais pas en France. Suivant la loi qu'il y avait, dont découle la loi de bioéthique de 1994, chacun des deux parents est obligé de donner son consentement au prélèvement d'organes quand il s'agit d'un donneur mineur pour son frère ou sa sœur. Mon mari a été obligé de signer ce consentement de don d'organes auprès du tribunal de grande instance, puisque c'est là où ça se passait. Sinon, il y avait signalement au juge pour enfants pour négligence de la santé de son enfant. Quant à moi, ils ne m'ont pas demandé de signer, j'ai jamais eu mon mot à dire. Ensuite, le comité d'experts, il y en a eu un pour Michael. Par contre, pour Katia, il n'y a jamais eu de comité d'experts et pareil, on ne nous a pas demandé notre consentement. Aujourd'hui, les filles sont reconnues handicapées à plus de 80%, ce qui est déjà un progrès. Elles ont eu un arrêt de croissance définitif. Elles arrêtent de vieillir, tout simplement, aussi. Elles ont 24 ans dans le corps d'un enfant, on va faire plaisir à Jennifer, de 9 ans. On est resté environ 4 ans sans avoir de suivi médical avec un spécialiste. C'est notre généraliste qui faisait donc tous les examens, prise de sang, échographie, enfin tout seul. Il gérait avec nous le cas. Là, depuis le mois de mai, on a enfin rencontré un professeur des maladies rares, donc, qui, elle, va nous aider justement à mettre en place un suivi beaucoup plus poussé. Elles se sont arrêtées CE1, CE2, et elles sont de permanence maintenant, en permanence à la maison, puisque de toute façon, il n'y a pas de centre pour les accueillir, puisqu'elles ne sont ni adultes ni enfants. Il y a des jours où c'est très, très pesant. Elles aimeraient bien peut-être avoir des copains, des copines, avoir une vie à l'extérieur de la maison. Et nous aussi, parce que par la même occasion, puisqu'on est de permanence 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, 365 jours par an. On n'a pas le droit aux vacances, on n'a pas le droit aux arrêts de maladie. Financièrement, ça implique d'être payé à 5,20 € de l'heure. Moi, je suis payée à 5,20 € de l'heure pour 5 heures par jour et pour Cynthia, et mon mari est payé à 5,20 € de l'heure pour 6 heures par jour pour Jennifer. Mais on fait du 24 heures sur 24, et ça, par contre, c'est pas reconnu. Donc on est, c'est assez précaire. À partir de 2006, on a eu un rapport d'un expert généticien qui, lui, a bien indiqué que les filles souffraient de séquelles de greffe. Nous avons essayé de trouver un avocat pour... on a eu une rencontre avec plusieurs avocats d'ailleurs, pour faire valoir leurs droits ainsi que les préjudices.
On n'a pas trouvé. Il n'y a pas eu un qui a daigné prendre notre dossier, qu'il disait trop compliqué. On a ensuite essayé d'écrire, enfin on a écrit plusieurs courriers au gouvernement, à différents, enfin aux deux derniers gouvernements, au ministère de la Santé, pour enfin avoir ne serait-ce qu'une reconnaissance des choses et des explications. Sur tous les politiques que l'on a contactés, il y a eu 2 députés qui ont essayé de se pencher sur notre cas. Monsieur Goulard, lui, a porté la question au gouvernement en demandant comment on pourrait se faire la prise en charge des maladies rares. Monsieur Pellois, lui, a posé la question de savoir comment les aidants familiaux pourraient avoir un statut dans la société. Donc ils n'ont pas eu spécifiquement de réponse et nous non plus. On leur remercie quand même d'avoir posé les questions. Monsieur Pellois a ensuite envoyé 2 courriers à la Direction générale de la santé pour parler de notre cas. Malgré toutes ces démarches, on ne nous a toujours pas répondu, il n'y a rien qui a changé. On en est toujours au même point et on aimerait pouvoir faire avancer ce dossier, que les préjudices soient reconnus, au moins pour nous et nos enfants, et ensuite clore ce dossier parce que je crois que tout le monde a besoin d'avancer.